Question de Philippe Vimont. Je recherche la loi qui nous oblige à payer un impôt, je ne la trouve pas. Je n'ai pas bien compris la question. La loi qui nous oblige à payer un impôt. À payer les impôts? C'est des lois de finances. Chaque année, il y a ce qu'on appelle une loi de finances qui est votée par le Parlement, c'est-à-dire la Chambre des députés et le Sénat, et qui donne autorisation donc au gouvernement, à l'exécutif, à l'État, de procéder à l'émission de rôles d'impôts et de procéder au recouvrement des impôts. Voilà. Donc le fondement même de l'impôt se retrouve alors d'abord, il y a toutes les sociétés humaines ont des impôts, en tout cas toutes les sociétés civilisées, mais depuis belle lurette. L'apparition des impôts en France, au Moyen-Âge, il y avait déjà des impôts. Donc toutes les sociétés ont des impôts, et le fondement théorique, juridique des impôts en France réside dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a posé le principe que les contributions publiques, donc la participation à l'impôt, devaient être légalement constatées, donc avec des députés qui devaient effectivement constater, c'est-à-dire voir la proposition et donner leur accord, et que cette imposition devait frapper également tous les citoyens. Et pourquoi ceci? Parce que avant la Déclaration des droits de l'homme de 1789, je rappelle que, je parle ici de la France uniquement, je rappelle qu'en France, eh bien, ceux qui payaient les impôts, c'était ce qu'on appelait le tiers ou le tiers-État. C'est-à-dire les 99,5% des Français qu'on appelait le tiers-État, qui représentaient vous et moi, quoi, en gros. Ceux qui échappaient à l'impôt, c'était les aristocrates d'une part et le haut clergé d'autre part. Le clergé, qui représentait les trois ordres de la société française d'Ancien Régime, la société, je vous renvoie aux ouvrages de Georges Duby, avec donc les nobles, l'aristocratie, premier ordre, deuxième ordre, le clergé, et troisième ordre, le tiers-État. Et évidemment, ça a mené à alors pourquoi il en était il se trouve que le premier et le deuxième ordre, donc, étaient exemptés des impôts. Pourquoi étaient-ils exemptés des impôts? Je crois que ça remonte à Charles VII, à la fin de la guerre de 100 ans. Vous savez que la France a été pendant une centaine d'années, entre le milieu du XIVe et le milieu du XVe siècle, occupée en partie par des forces anglaises. Je vous rappelle qu'en 1420, il y a eu le traité de Troyes avec lequel Charles VI donnait la France à l'Angleterre après son décès. Je rappelle que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu l'épisode de Jeanne d'Arc qui a soulevé la population française pour soutenir le petit le petit roi de Bourges, comme on disait, c'est le fils de Charles VI, pour qu'il se fasse sacré roi de France et qu'il boute les Anglo de France. Lorsque Charles VII, alors après tous ces épisodes, lorsque Charles VII arrive au pouvoir et que la fin de la guerre de 100 ans se termine aux alentours de 1453, c'est d'ailleurs la fin du Moyen-Âge, c'est aussi la chute de Constantinople à l'autre bout de l'Europe. À partir de ce moment-là, Charles VII essaye de consolider son pouvoir et il est confronté à un problème auquel sont confrontés, à chaque fois qu'il y a une révolution, c'est une espèce de révolution, parce que d'un seul coup, les Anglais ne sont plus en France. Ça fait plus de 100 ans qu'ils étaient là. Et donc, c'est une espèce un peu de révolution, en ce sens que le nouveau pouvoir est confronté à un problème, à un vrai dilemme, c'est qu'est-ce qu'il fait des dirigeants qui ont pactisé avec l'ennemi? C'est exactement la même situation qui s'est passée en 1944-45. Que faire avec les Français qui avaient collaboré ouvertement avec les nazis? Donc, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a toujours, quelques règlements de compte. Il y en a eu pas mal à la Libération. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en général, le nouveau pouvoir essaye de calmer le jeu, parce que c'est le rôle d'un chef d'État que d'essayer d'éviter que ça dérape dans une guerre civile, et donc d'essayer de calmer le jeu. Et Charles VII, donc, lorsque les Anglais sont partis, il se trouve que pas mal d'aristocrates ou membres du clergé avaient quand même plus ou moins pactisé avec les Anglais. Ils avaient des choses à se faire racheter, mais d'un autre côté, ils pouvaient aussi aider les Anglais à se maintenir. La situation était quand même très instable. Et pour s'acquérir les bonnes grâces des aristocrates et du clergé, Charles VII a décidé de ne pas imposer ces deux ordres de la société française. Alors à l'époque, les impôts étaient très minimes, je crois, en fait, assez minimes.
Mais en revanche, avec le temps, et notamment à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, à partir du moment où l'État, notamment sous Louis XIII, puis surtout sous Louis XIV, l'État est devenu un État imposant, majestueux, intervenant de plus en plus dans la vie économique, avec Colbert par exemple, et puis avec Louis XV qui a construit énormément. On oublie trop souvent que Louis XV n'a pas fait uniquement des mauvaises choses. Il a aussi fait par exemple tout un réseau routier. Louis XVI a créé, a beaucoup œuvré pour le port de Cherbourg. Donc il y a eu des travaux de la puissance publique qui ont été faits. Donc les impôts progressivement ont augmenté. N'oublions pas non plus le coût du train de vie du château de Versailles. C'est effarant, mais c'est vrai. Il représentait à soi seul, le château de Versailles, son train de vie, un pourcentage tout à fait non négligeable du budget de l'État. Je vais peut-être dire une sottise, mais je crois que c'était bien dans les 15 à 20% le train de vie de la cour au sens large, la liste civile du monarque, de sa famille, le train de vie de la cour et le château de Versailles et compagnie, et toutes les propriétés royales, je crois que c'était de l'ordre de 15 à 20% du budget de l'État. Alors, tout ceci, évidemment, était devenu de plus en plus intolérable pour le peuple français qui constatait que les gens les plus riches du royaume, notamment les très grands prélats, les archevêques, les évêques, et également les aristocrates, ne payaient pas d'impôts, alors que le commun des mortels et parfois les pauvres paysans, eux étaient obligés de payer les impôts. Voilà. Donc c'est ça qui a mené à cette explosion à la Révolution française. Alors, maintenant, je termine mon propos. Il y a donc un fondement juridique, en effet, à la perception de l'impôt, qui remonte à la Déclaration des droits de l'homme et qui est fondée sur le fait que tous les Français doivent payer l'impôt. C'est l'universalité de l'impôt. Il ne doit pas y avoir de Français qui échappent. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a des comment dirais-je, des niches fiscales. Mais ça ne contredit pas le principe de l'universalité de l'impôt, puisque tous les Français peuvent bénéficier des niches fiscales. Il suffit d'investir dans tel ou tel truc qui bénéficie, par exemple, je sais pas, dans un monument historique. Et il suffit d'adhérer à l'UPR, par exemple, ce que je vous conseille de faire. Si vous donnez 30 € à l'UPR, si vous adhérez ce soir et que vous versez 30 € à l'UPR, eh bien, vous pourrez déduire l'année prochaine 20 € de votre impôt sur le revenu, c'est-à-dire 66%. Mais ça, tout le monde peut le faire. C'était pas la même chose avant l'Ancien Régime, parce que dans l'Ancien Régime, c'est comme si on disait, ben voilà, toutes les personnes dont le nom commence par A sont exemptées d'impôt. Ça serait contraire au principe de l'universalité de l'impôt, qui doit donc frapper tout le monde. Alors s'il y a des critiques à faire sur les impôts, et bien sûr il y a des critiques à faire, on ne peut pas en revanche trouver matière dans une prétendue non-justification de l'impôt. Il y a une justification théorique qui est très solide et qui est, comme je le disais tout à l'heure, chaque année validée par le Parlement par l'intermédiaire d'une loi de finances.